Monsieur Yves Strioux, vous êtes directeur général du travail au ministère du Travail et je vous remercie au nom du CNAM pour la contribution que vous apportez à ce MOOC. Alors, quelles sont les nouvelles règles du jeu du dialogue social dans l'entreprise? Quelles sont les règles de droit innovantes à connaître? Monsieur le professeur et cher Michel, merci. Pour bien comprendre la technicité de ces nouvelles règles, il faut, je pense, bien en comprendre la philosophie. Celle-ci pourrait être résumée en reprenant une citation du professeur Gérard Lioncan, qui, dans un de ses manuels, daté du milieu des années 70, exprimait que si le social, si la négociation collective cherche à consacrer ce qui est socialement souhaitable, elle ne peut consacrer que ce qui est économiquement possible. La négociation, de manière plus générale, le dialogue social, sous toutes ses formes, de la négociation à la consultation et à l'information, a pour objet justement de résoudre et de dénouer de manière positive cette tension entre le socialement souhaitable et l'économiquement possible. Les dispositions effectivement novatrices introduites par les ordonnances, tant s'agissant de la négociation collective que de la représentation élue du personnel avec la mise en place du CSE, ont justement pour objectif de définir des canaux de négociation, de consultation, des outils qui soient pertinents et efficaces pour concilier au mieux la tension entre le socialement souhaitable et l'économiquement possible. S'agissant de la négociation, l'objectif central est à la fois d'élargir les marges de manœuvre des acteurs de la négociation dans l'entreprise et de sécuriser les accords collectifs qui sont conclus à ce niveau. Les ordonnances reconnaissent une primauté de la négociation collective dans tous les domaines, sauf ceux qui sont limitativement énumérés par les ordonnances dans 2 blocs. Mais pour aller à l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, la négociation collective d'entreprise, sauf dans des domaines extrêmement précis, par exemple les salaires minimaux dans la branche, cette négociation d'entreprise va primer. Nous changeons de logique, il ne s'agit plus d'une logique de dérogation, mais de primauté de l'accord d'entreprise. Ce qui est recherché, c'est que dans les entreprises, se négocient ces compromis entre l'économique et le social, de telle sorte que les salariés, par le biais de leurs représentants, soient non seulement informés, mais participent à la négociation et finalement à la définition de projets économiques et sociaux. Les innovations qui ont été introduites par les ordonnances ne peuvent pas être déconnectées d'une innovation centrale introduite dans le Code du travail depuis 2014, à savoir la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, qui incombe à l'employeur, à l'équipe dirigeante. Les représentants du personnel doivent être informés, consultés sur ces orientations stratégiques, et qui dit orientation stratégique dit projet industriel, projet économique, avec toutes ces incidences en matière économique, sociale, en matière de formation professionnelle, en matière aussi de santé au travail et de conditions de travail. C'est l'objectif stratégique. Le gouvernement a estimé que les outils dont disposaient les acteurs au niveau de l'entreprise n'étaient pas suffisamment pertinents ou efficaces, ne serait-ce que parce que les acteurs dans l'entreprise ignoraient souvent ou avaient beaucoup de difficultés à déterminer quelles étaient leurs marges de manœuvre par rapport à la loi, par rapport à l'accord de branche. Désormais, le paysage est clarifié. Deuxième objectif, donner des outils très opérationnels, ce qui veut dire, par exemple, que désormais, les acteurs dans l'entreprise ont la maîtrise de leur agenda social. Ils peuvent négocier sur, par exemple, la périodicité des négociations. Je prends un exemple, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Un diagnostic sérieux demande du temps. Une négociation sérieuse demande du temps, notamment lorsqu'il s'agit de rattraper des écarts salariaux, d'avoir une plus grande diversité entre les hommes et les femmes dans certaines qualifications. La négociation prend du temps. Et si la négociation est bien menée sur la base d'un bon diagnostic, il n'est peut-être pas nécessaire de revenir tous les ans sur cette question de l'égalité professionnelle, mais au contraire de se doter d'outils de suivi pour savoir si ce qui a été décidé est mis en œuvre. De la même manière, s'agissant des conditions de travail, l'objectif stratégique est d'en finir avec un découpage entre ce qui relèverait de l'économique d'un côté et ce qui relèverait de l'organisation du travail de l'autre. Or, la réalité montre que la performance économique de l'entreprise dépend aussi de sa capacité à anticiper les questions qui vont se poser sur les conditions de travail et qui ont trait, par exemple, à l'acquisition de nouveaux marchés, à la mise en place d'une équipe de nuit ou d'horaires diversifiés.
Et donc, dans le cadre de cette consultation stratégique, ce qui est recherché, c'est que tous les aspects d'un projet économique, d'un projet industriel, soient abordés dans l'entreprise, au niveau où se prennent les décisions, au niveau donc pertinent, de telle sorte que les questions relatives aux conditions de travail ne soient pas en quelque sorte sous-traitées à une commission spécialisée ou à une instance spécialisée, mais directement intégrées. Cela ne veut pas dire qu'on n'aurait pas besoin d'experts en matière de conditions de travail. C'est l'office de la commission santé au travail, mais cette commission doit en fait préparer le travail du CSE qui doit lui permettre d'avoir une appréhension globale. Si par exemple une entreprise qui a un carnet de commandes relativement bien rempli décide de mettre en place une équipe de fin de semaine, une équipe de nuit, toutes les questions liées à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée peuvent enfin être discutées, appréhendées dans cette instance centrale. Il y a donc une nécessité à la fois pour les DRH, pour les directions et aussi pour les représentants du personnel de mieux s'approprier toutes ces libertés, toutes ces marges de manœuvre. Finalement, de la même manière que l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail nous disait que la qualité de vie au travail et la qualité du travail dépendaient des marges de manœuvre dont disposaient les travailleurs dans leur travail, finalement, la qualité du dialogue social dépendra de la capacité de tous les acteurs, direction, représentants du personnel, à utiliser désormais toutes les marges de manœuvre que la loi leur offre pour définir finalement comme un costume, à leur mesure, ce qu'elles veulent entendre comme dialogue social. Liberté, mais aussi donc responsabilité pour une meilleure efficacité tant économique que sociale. Prenons un exemple. Les ordonnances dites Macron ont mis en place ce que l'on appelle dans les zones de tourisme international une possibilité par accord collectif de mettre en place le travail le dimanche. Bien évidemment, la mise en place de ce travail le dimanche a un impact économique. L'objectif, finalement, est d'accroître le chiffre d'affaires. Mais aussi, il faut se préoccuper des conditions de travail. Quid de la garde des enfants? Quid des transports? Si l'accord qui est scellé est un bon accord, l'entreprise, finalement, gagnera de la valeur. Et cette valeur pourra être redistribuée aux représentants du personnel, aux salariés, bien évidemment, à tous les salariés, de sorte qu'on soit dans un schéma gagnant-gagnant. Voilà la stratégie telle qu'elle est définie, telle qu'elle est poursuivie par les ordonnances. Merci. Ce MOOC va permettre aux acteurs sociaux dans l'entreprise de mieux appréhender les nouvelles règles du jeu, du dialogue social dans l'entreprise. Alors, quels sont ces enjeux du dialogue social dans l'entreprise maintenant? Les enjeux sont à la fois anciens et nouveaux. Anciens car l'un des défis que pose le changement profond, la grande transformation que nous connaissons, c'est celui de l'effectivité du droit, de manière générale, et l'effectivité du droit du travail. Celui-ci n'a pas seulement pour vocation de régler les contentieux devant le juge du contrat de travail. C'est important et bien évidemment, les parties ont le droit de saisir le juge pour faire valoir leurs droits. Mais la finalité essentielle du droit du travail, c'est de réguler la relation de travail pendant que celle-ci se déroule. Il est donc important que tous les acteurs, aussi bien les directions que les représentants du personnel, mais aussi les salariés, connaissent les nouveaux mécanismes qui ont été mis en place. Et comme je l'ai indiqué, ces mécanismes sont nouveaux parce qu'ils élargissent les marges de manœuvre. Ils respectent l'autonomie des acteurs sociaux dans l'entreprise. Et cette autonomie, pour qu'elle ne soit pas virtuelle, pour qu'elle soit effective, il faut que les acteurs sociaux s'en emparent. Nous savons qu'en matière sociale, rien ne se fait par un claquement de doigts. Le social, son rythme n'obéit pas au rythme du journal de 20 heures, des grands journaux télévisés. L'effectivité passe d'abord par la compréhension, l'accès au droit, sa compréhension. C'est une des conditions premières. Et dans ces conditions, dans cette perspective, ma participation à ce MOOC, et j'en suis très ému parce que c'est mon premier MOOC, et pour moi me paraît essentiel. C'est donner à tous ceux qui n'ont pas eu la chance peut-être d'avoir accès à l'enseignement supérieur et qui, je le souhaite, ne passent pas leur nuit et leur jour dans les livres érudits sur le droit du travail, d'avoir accès de manière compréhensible, de manière claire, mais aussi exhaustive et précise, comme le fait de manière habituelle le CNAM, à l'ensemble des règles. C'est important. Sinon, ces règles seront virtuelles. J'en donnerai un exemple. Souvent, la Direction générale du travail est interpellée et on nous pose la question, mais
dans une négociation, quel que soit le niveau, interprofessionnel, la branche, l'entreprise, est-il interdit aux organisations syndicales de présenter leurs propres projets? Je suis toujours un peu étonné de cette question et je vous réponds, mais aucune disposition, bien évidemment, n'interdit aux organisations syndicales, aux représentants du personnel, de faire des propositions, que ces propositions soient orales ou écrites. Tout au contraire, l'objet même de la négociation, de la discussion, du dialogue social, c'est un échange de points de vue, parfois une confrontation. Et par conséquent, rien n'interdit, tout au contraire, aux organisations syndicales, aux représentants des travailleurs, de formuler des propositions. Le nouveau défi, c'est que, notamment s'agissant de la négociation, elle exige une certaine technicité, une certaine maîtrise du droit, de ses règles, de telle sorte que les représentants du personnel, comme les directions, sachent exactement ce sur quoi elles négocient, la portée de leurs engagements. Donc pour moi, ce mot qui est important, il contribue, il est un des éléments qui doivent permettre aux acteurs de s'approprier les règles qui, d'abord, sont faites non pas pour les spécialistes du droit du travail, non pas pour le directeur général du travail, mais d'abord pour eux. C'est une des conditions de la réussite et je me félicite par conséquent de l'initiative, la belle initiative prise par le Conservatoire des arts et métiers.